Christmas. I'm the Doctor. What's up there? Goblins. Oh, yeah? Time travelers are great. Like, wow. Ah! Hold on tight. Who are you? Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette première watchlist de 2024. Ici Guillaume et je suis ravi d'être de nouveau en compagnie de Pauline de la Pepperpot Team. Salut Pauline et bonne année à toi. Salut Guillaume. Nouvelle watchlist, vous l'avez peut-être deviné, notamment parce que la miniature du podcast aura le visuel de l'épisode dont on va parler. Nouvelle watchlist consacrée à Doctor Who, après notre retour en décembre dernier sur les 3 épisodes spéciaux du 60e anniversaire. N'hésitez pas à aller l'écouter si ce n'est pas déjà fait, on passait en revue The Star Beast, Wild Blue Yonder et The Giggle, qui voyaient le retour pour ces 3 épisodes de David Tennant dans le rôle du Docteur, et de Catherine Tate dans celui de Donna Noble. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à l'épisode spécial de Noël intitulé The Church on Ruby Road, qui représente quelque part la véritable première aventure du nouveau Docteur, interprété par Ncuti Gatwa, et donc qui lance une toute nouvelle ère pour Doctor Who quelque part. Rapidement, voilà, écoutez encore une fois notre watchlist, on avait déjà un petit peu posé les bases de cette reprise de Doctor Who, mais je le reprécise quand même. Aujourd'hui, c'est une série donc showrunnée par Russell T Davies, produite par la BBC et Bad Wolf Productions, et qui est disponible chez nous sur Disney+. Dans cette toute nouvelle itération de la série, le Docteur est donc interprété par Ncuti Gatwa, qui s'est fait connaître notamment pour le rôle d'Eric dans la série Sex Education, et qu'on a pu voir aussi sur le grand écran dans le film Barbie, et nous faisons connaissance dans cet épisode de Noël de Ruby Sunday, sa première compagne de voyage, une des grandes traditions de la série, interprétée par l'actrice Millie Gibson, qu'on avait pu voir dans, pour ceux qui avaient vu cette série, Coronation Street, qui est, si je me trompe pas, une espèce de feu de l'amour anglais. Eh ben, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Pauline, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode spécial de Noël ? C'était quoi un petit peu tes attentes et est-ce que surtout elles ont été comblées ? Je m'attendais à un épisode fun, avec moins d'enjeux que évidemment les épisodes des 60 ans qui sont des épisodes anniversaires. En plus, on sortait à la fois des 3 épisodes des 60 ans et aussi de The Power of the Doctor, qui était la fin du Docteur d'encore avant. Donc ça faisait pas mal de temps qu'on avait que des gros épisodes et j'avais envie de quelque chose de plus simple, juste une aventure, et en plus une aventure de Noël, parce que Russell T Davies, c'est un peu son dada, Noël, c'est son jour préféré de l'année, et, okay. Et il adore fêter Noël, il adore mettre des références à Noël, c'est vraiment son truc. Donc je voulais retrouver un peu ce côté-là de Russell T Davies, un côté un peu festif, light, et de ce point de vue-là, j'ai vraiment pas été déçue, parce que c'est ce qu'est l'épisode. C'est un épisode qui réinvente pas l'eau chaude, hein. C'est une aventure assez classique de Noël, mais du coup c'est efficace. On a des personnages qui sont très attachants, qu'on apprend à découvrir par les yeux de Ruby, du coup de la nouvelle compagne. On découvre ce nouveau Docteur, on la découvre elle également, on découvre sa famille. Tous les personnages sont très attachants, il y a pas mal d'humour, un ton très léger, qui ne sera pas forcément le ton des épisodes à venir. Là on ressent un peu le côté festif. En plus, maintenant, il y a une espèce d'incursion de la fantaisie qui avait été un peu teasée pendant les épisodes des 60 ans, que j'ai trouvé aussi très sympathique, avec ces gobelins qui sont vraiment assumés comme étant des créatures un peu magiques. Ça, j'ai beaucoup apprécié ces côtés-là. Après, voilà, c'est un épisode juste sympa. Ça va pas être mon épisode préféré, ça va pas être un épisode qui, je pense, va faire partie de ceux qui m'ont le plus marqué de la série, mais j'ai passé un excellent moment devant, et en plus il y a des chansons, et donc comme je suis fan de comédie musicale, forcément j'étais ravie. Oui, effectivement, on va y revenir peut-être un petit peu, mais je trouvais l'épisode plutôt réussi. Comme toi, on retrouve bien la formule classique de Doctor Who. On va découvrir le Docteur au début de l'épisode. Il semble mener une petite enquête dans Londres, donc on est vraiment, comme on le disait, pour le premier épisode spécial des 60 ans, on est vraiment dans un truc assez core Doctor Who, quoi. Voilà, on va voir que petit à petit, il croise la route de Millie Gibson, qui donc interprète la nouvelle compagne, petit à petit pour apprendre aussi à la connaître elle, mais j'ai quand même eu du mal au début à rentrer dans l'épisode. Je trouvais que c'était un rythme qui était assez cut, quoi, assez saccadé.
que ces différentes temporalités aussi étaient pas toujours très à droite. Enfin, on se demandait si le docteur, il y avait vraiment une présence assez mystérieuse, un peu en arrière-plan, on va dire. Et même dans certains dialogues, j'étais un petit peu... je sais pas, j'ai levé un sourcil en mode ah oui, c'est bizarre, c'est pas fou, quoi. Je sais pas si t'as ressenti ça, toi, au début de l'épisode ou pas. Ah, carrément, le début est trop bizarrement monté. Mm. Le début est vraiment étrange. Il y a particulièrement la scène de la boîte de nuit dont j'ai trouvé le montage super étrange. Elle arrive vraiment comme un cheveu sur la soupe. Je trouve que la musique colle pas du tout avec une ambiance que je me fais d'une boîte de nuit. Alors peut-être que c'est juste que je suis une vieille schnock et que c'est ce qu'on écoute maintenant en boîte de nuit. Mais vraiment, ça m'a complètement sorti de la scène. J'ai pas trouvé ça pertinent du tout. Ça collait pas. Et il y a eu plusieurs moments comme ça où dans les premières scènes, je me suis un peu dit c'est un peu bizarre. Alors après, quand on commence à reprendre une narration un peu plus linéaire, ça passe mieux. Il y a une scène qui en particulier a un côté un peu étrange et on a su plus tard que c'était un ajout de la part de Disney+. En fait, Disney+, forcément ils ont fait visionner l'épisode et ce qui est ressorti, c'est que le docteur apparaissait... Enfin, on expliquait trop tard qui était le docteur. C'était que cette figure un peu énigmatique et tout ça, et que ça laissait le temps au spectateur de décrocher. Et en fait, je pense que c'est vrai qu'il a voulu refaire, Russell T. Davies, la même formule que sur l'épisode Rose, qui avait démarré la New, avec Rose, justement, qui voit cette figure énigmatique du docteur, machin. Ce qui marche super bien sur les Britanniques, parce que les Britanniques, ils savent qui c'est le docteur. Alors que je pense que pour les Américains, ou pour le reste du monde qui découvrirait sur Disney+, sans connaître, c'est vrai que tu peux te dire, c'est quoi ce truc, c'est qui ce mec ? Du coup, ils ont rajouté la scène avec le bonhomme de neige qui tombe. Et c'est vrai que cette scène, elle a un ton assez bizarre. Et elle m'avait laissé une impression étrange. Et donc, en comprenant que c'est parce que c'était des reshoots et qu'elle avait été rajoutée après uniquement pour faire des explications, je l'ai un peu mieux comprise. Mais c'est vrai que du coup, ça donne un aspect patchwork au début qui est un peu étrange. Et en fait, une fois qu'on arrive vraiment dans le quotidien de Ruby Sunday, là, on prend un rythme normal d'épisode de Doctor Who et tout de suite, on se sent un peu plus à la maison, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est ce que j'avais noté aussi, effectivement. Une fois que les personnages sont réunis et avancent dans la trame narrative de l'épisode, tout se met assez bien en place, ça devient vraiment agréable à regarder. On retrouve aussi le plaisir que peut avoir le docteur à découvrir de nouvelles choses. Ça, je trouvais que c'était très cool aussi de retrouver et de découvrir, pour ceux qui ne le savaient pas, cette espèce de fraîcheur que peut avoir le docteur à explorer de nouveaux univers, même si pour le commun des mortels, c'est des trucs qui peuvent sembler un peu inquiétants, voire même carrément dangereux. Et c'est aussi, sur ces premières scènes, le moment où on peut tester un petit peu l'alchimie entre les personnages. Et je trouve que, globalement, ça fonctionne plutôt bien. C'est quand même un truc qui est assez important dans Doctor Who, hein, le fait que la compagne ou le compagnon, ou les compagnes et les compagnons fonctionnent bien en termes de dynamique avec le docteur. Et là, je trouve que sur ce spécial, on a envie d'en savoir plus. À la fin, on a envie de les voir évoluer sur tout un tas de situations différentes. Enfin, il y a une espèce de malice entre eux, quelque chose qui fait que, voilà, même si en termes d'acting, on n'est peut-être pas encore tout à fait en place, tout à fait à certains moments. Et c'est un duo qui fonctionne bien. Toi, t'as apprécié du coup cette dynamique entre les deux personnages ? Totalement. Je trouve que, comme tu dis, je trouve que Millie Gibson, ça se sent que c'est une moins bonne actrice que Ncuti Gatwa pour l'instant. Elle a plus souvent des phrases qui sonnent un peu faux. Ncuti Gatwa, il m'a convaincu à tout instant. Il y a juste une phrase qui m'a dérangée, mais dans ce cas-là, c'est en fait l'écriture qui m'a dérangée. Mais sinon, à part ça, j'ai vraiment adoré l'écriture et le jeu du docteur. Ruby, il y a eu quelques petits moments où, tu sais, ça matchait pas trop, selon moi. Mais par contre, leur dynamique, je l'ai trouvée géniale de bout en bout. Et j'ai vraiment hâte d'en voir plus de cette équipe pour la saison 1, parce que ils ont une espèce de fraîcheur, de fun, de répondant l'un envers l'autre qui est super sympa. On s'est compliqué effectivement de toujours parler de cet épisode qui introduit une nouvelle itération de la série sans penser au passé de la série, parce que évidemment, voilà, même si
beaucoup de personnes vont peut-être découvrir la série avec cet épisode et avec la prochaine saison, il y a aussi beaucoup de gens qui continuent de suivre la série, ou en tout cas qui ont voulu au moins voir ces épisodes. Et c'est vrai que c'est toujours un enjeu de présenter la découverte du docteur par son compagnon ou sa compagne d'une manière un petit peu originale, parce qu'il y a des moments un petit peu clés, le moment où le docteur se révèle sur qui il est, le moment de la découverte de ce vaisseau, le TARDIS qui voyage dans l'espace et le temps, et je trouve que là ils ont réussi à ne pas en faire des caisses, c'est-à-dire que le personnage de Ruby Sunday est surprise, mais pas tant que ça finalement. En tout cas, elle très vite elle embarque dans l'aventure avec le docteur parce qu'elle a elle-même un motif, un enjeu, quelque chose, une motivation, voilà, c'est ce que je voulais dire, qui est fort effectivement dès le début de l'épisode. Et ce n'est qu'à la fin où il y a une espèce de déclic. Bon, ça j'ai pas trouvé ça ultra bien écrit d'ailleurs, mais où elle se rend compte de ce que peut représenter le personnage du docteur et de sa véritable nature, et c'est ça qui va un peu la convaincre de le suivre. Mais je trouve qu'ils s'en sortent bien aussi sur un peu ces poncifs où voilà, c'est toujours un petit peu la même chose, enfin en tout cas ça pourrait être toujours un petit peu la même chose de la découverte d'un univers qui est déjà en place depuis longtemps, quoi. Et là-dessus je trouve que même ce qui se passe autour du TARDIS est visuel et pas oral, pas dit par le personnage, et ça c'est plutôt malin, quoi, voilà. Oui, je suis d'accord, la découverte du TARDIS est vraiment sympa, mais le dialogue qui mène à ça est un peu facile. Vraiment, alors soit tu te dis mais pourquoi tu déduis ça, soit tu te dis pourquoi tu déduis ça maintenant. Si tu aurais dû y penser bien avant, si tu en parles là, enfin, c'est assez étrange. Mais bon, après, ça, c'est le genre de facilité dont t'es un peu... dont on est tout le temps servi dans Doctor Who, en vrai. Donc ça me choque pas outre mesure, mais c'est vrai que sur le coup, j'étais un peu... Ouais, bon, c'est peut-être un peu facile, mais bon, écoute... Déjà, l'épisode, à un moment, je me suis dit, non, mais là, c'est un peu trop facile, cette histoire. C'est le moment où... paf, les gobelins disparaissent. On peut spoiler ? Oui, on peut spoiler. Ok. Donc oui, le moment où les gobelins disparaissent, je me suis dit, attends, mais c'est la fin de l'épisode, là, c'est un peu nul comme fin. Et non, on nous a retourné le truc. Et là, j'étais vraiment contente parce que sur le coup, j'ai vraiment eu un sentiment de tout ça pour ça. Et le fait qu'en fait, ça nous emmène sur quelque chose qui était beaucoup plus dramatique, beaucoup plus sombre, pas du tout dans le ton du reste de l'épisode, j'ai trouvé ça génial. Cette partie-là, tu vois, je trouve ça tellement bien écrit que du coup, ça m'a un peu... Tu vois, les facilités sur la fin, j'ai moins prêté attention un peu. Je me suis dit, bon... Ça va, avant c'était tellement sympa ce qu'ils nous ont fait comme petit twist, voilà, je pardonne quelques facilités, tu vois. Ouais, effectivement, le twist qui vient un peu amorcer la conclusion de l'épisode est vraiment bienvenu et apporte cette petite surcouche propre à Doctor Who et aux thématiques, à l'ADN de la série, avec du coup un voyage dans l'espace et le temps, ce qui fait aussi la signature de la série. Et du coup, c'est vrai que ça permet aussi à Ncuti Gatwa de montrer une palette plus grave sur son acting, et puisque jusqu'à présent on l'a plutôt vu bondissant, lumineux, voilà, amusé de la situation, et là on bascule dans quelque chose d'un peu plus grave, dans son rapport aussi à lui en tant que personnage, qui il est. On vient distiller quelques petites graines pour en tout cas caractériser ce personnage pour les gens qui n'en sauraient pas beaucoup plus, avec effectivement cette figure de l'orphelin et du personnage qui est seul et qui a toujours été plus ou moins seul dans ses aventures, même s'il a été accompagné par beaucoup de gens, mais fondamentalement c'est quelqu'un d'assez seul. Et là-dessus c'était une bonne surprise, en effet. Je trouve qu'ils ont bien ménagé leurs effets et c'était plutôt agréable à suivre. C'est un peu, voilà, typiquement le retournement qu'on peut attendre d'un épisode de Doctor Who, je trouve, où on a l'impression de se diriger vers une conclusion, une résolution de l'intrigue, et paf, la série va nous présenter quelque chose auquel on ne pouvait pas vraiment s'attendre, en tout cas pas tout à fait de cette manière-là. Mais je te rejoins, en fait, tout ce qui se passe dans l'appartement à ce moment-là est assez bizarre. Pour rentrer dans le détail, parce qu'il faut que j'exorcise ce truc, parce que j'ai revu l'épisode pour en parler plus lucidement, il y a vraiment un moment donné très bizarre où le docteur et Ruby reviennent dans l'appartement après avoir résolu l'intrigue globalement de l'épisode, en tout cas on le croit, et donc ils sont censés plus ou moins garder un œil à présent sur un bébé, et tout d'un coup le docteur pressent qu'effectivement tout ça n'est pas tout à fait terminé, ou en tout cas il va se passer quelque chose, et il commence à regarder
ce qui pourrait être un petit peu dangereux dans l'appartement. Et là, déjà, pour mes trucs un peu bizarres, c'est qu'ils partent tous les deux de la chambre, puis ils y reviennent après en disant ah, mais faut pas laisser le bébé tout seul, pourquoi tu l'as laissé tout seul et tout, mais c'est toi qui l'as laissé. Et en fait, je trouve que cette scène est trop bizarre parce que ils viennent de vivre... ils viennent de résoudre ce truc-là, de sauver ce bébé. Et en fait, ils se posent pas la question qu'il faut rester à côté. Bon, déjà, c'est assez étrange. Et la petite facilité aussi scénaristique, je trouve, dans ce twist, c'est que en fait, ils le résolvent hors champ quelque part, ce changement d'état de la réalité, puisque c'est un petit peu ça dont il s'agit. En fait, le docteur franchit la porte de l'appartement, va un peu, on ne sait pas pourquoi, chercher Ruby dans les escaliers, et puis il revient très vite dans l'appartement, et là, Ruby a disparu, et tiens, en fait, bizarrement, tout est un petit peu différent, quoi. Et bon, voilà, je pense que si vous regardez Doctor Who et cet épisode en particulier, il faudra que vous acceptiez que, en effet, il y a quelques facilités scénaristiques, mais je dirais que dans cet épisode, globalement, le merveilleux fait passer la pilule. J'espère juste que on n'usera pas trop du fameux, justement, alors d'autant plus avec un univers qui va tendre vers le fantastique, la fantasy, le fameux ta gueule c'est magique et autres déclinaisons technologiques dans le futur. C'est Russell T Davies. C'est ça, c'est un peu ce qu'on peut craindre, mais ça serait dommage de... C'est sa marque de fabrique. Ok. Écoute, je me souvenais pas tant de ça avant, mais... Ah si. Et ça fait longtemps que t'as vu les saisons ou pas? Oui, ouais, ça fait longtemps. Nous, on les revoit, on a un format qui s'appelle les saisons 15 ans après, et on regarde du coup chaque saison 15 ans après sa date de sortie, et je peux t'affirmer, pour le moment, on a fait toutes les saisons de Russell T Davies, et qu'elles sont toutes les 4 blindées de Deus Ex Machina tout le temps. Tout le temps. Mais la scène dont tu parlais, il y a une justification. Pour le coup, elle n'était pas du tout censée être comme ça, cette scène. En fait, il l'explique ils ont sorti pas mal de bonus autour de l'épisode, et ils ont sorti un in-commentary où du coup, il y a Russell T Davies et le producteur Emily Gibson qui regardent l'épisode. Et en fait, ils expliquent à ce moment-là que normalement, dans cette scène, il était censé avoir le roi Gobelin qui débarque dans l'appart. Donc, c'était censé être la marionnette du roi Gobelin qui avance dans le couloir pour venir les choper. Et en fait, un peu plus tôt dans l'épisode, je sais plus qui était censé avoir ramené des équivalents de tickets à gratter Française des Jeux, là. Ok. Et pour dire, allez, joyeux Noël, tiens, c'est un petit cadeau sympa. Et en fait, là, elle était censée prendre le tas et les gratter. Et du coup, avoir juste de la malchance, vu que c'est un jeu de chance et malchance, et gratter. Et en fait, qu'au moment où elle a enfin un ticket gagnant, le roi Gobelin disparaît, et c'est là que ça fait les fissures. Ah. C'était censé être ça, et du coup, c'était censé être un truc qui jouait beaucoup plus là-dessus, et qui, du coup, était beaucoup plus recherché que juste, paf, d'un coup, t'as des fissures et tout. Et le truc, c'est que le producteur a dit, non. Ça va coûter une fortune, ton truc. Parce que leur marionnette, c'est compliqué de la déplacer, il fallait la faire venir dans l'appart. Ils avaient déjà 2 versions de l'appartement, une version... Non, d'ailleurs, je crois que je sais plus si c'est la même. Enfin, ils avaient 2 versions du plafond. Oui. Et donc, ça voulait dire avoir une 3e version de l'appartement qui était accessible pour la marionnette. Il a dit, non, c'est mort. Et du coup, en fait, ils ont dû changer sur le tard cette scène pour des raisons budgétaires, en fait. Et je pense que c'est pour ça qu'elle est trop bizarrement écrite. Parce que je pense que du coup ils ont dû faire un peu avec les moyens du bord et que ça se ressent. Mais après c'est vrai que Russell T Davies, pour le coup, il est connu pour ses Deus Ex Machina. Quand tu réfléchis, la plupart de ses saisons ça se filme de façon très facile, et on l'a vu sur les épisodes des 60 ans, tout s'est quasiment terminé en un claquement de doigts, et c'est vraiment le pro pour te mettre un élément où tu dis waouh, c'est super malin, mais l'élément il a été mis 5 minutes avant, tu vois. Ok, bon, bah voilà. Donc c'est un peu sa patte, faut se faire à l'idée, c'est un peu le truc qui me faisait peur avec le retour de Russell T Davies, parce que j'ai beau apprécier beaucoup de ces épisodes, c'est vrai que je trouve que ça finit souvent trop facilement, mais voilà, c'est comme tu dis, faut prendre l'habitude, hein. On va s'y faire. C'est ça. Et une autre... nouveauté, ou en tout cas surprise assez plaisante, qui avait été bien cachée par la promotion de l'épisode, c'est effectivement alors le passage chanté. Il n'avait pas été masqué par la promotion parce qu'on savait que les gobelins allaient chanter. Par contre, que le casting allait chanter, ça avait été bien caché, et c'était un moment, ma foi, à la fois tout à fait Noël, à la fois tout à fait exquis, parce qu'ils chantent super bien. Et la scène est rigolote. Encore une fois, effectivement, aussi dans cette scène, il y a un petit côté très Deus Ex Machina, mais bon, on leur pardonne parce que ils ont tellement de charme que ça passe. Et on sait en plus que dans la saison prochaine, on aura des acteurs qui eux aussi
chantent parfois, voire même des thématiques d'épisodes qui sont autour de chanteurs, de musique. Est-ce que ça sent un peu du Doctor Who plus musical? Je sais que t'en as déjà parlé sur des lives et en vidéo. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est une attente que tu as. Non, mais je pense que depuis qu'on fait des vidéos attentes sur Pepperpot, donc ça doit bien faire 6-7 ans, à chaque fois on dit « Ah, ça serait vachement bien un épisode comédie musicale dans Doctor Who ». Alors t'imagines notre état devant Church on Ruby Road quand le docteur s'est mis à chanter. Ah! Et en plus, surtout, ils l'ont chanté en live. C'est pas de l'enregistrement, hein. Ils leur ont fait chanter en live. Et ils chantent super bien. Alors bon, ok, bien entendu, ça a été modifié. Mais à la base, les acteurs, ils étaient pas chauds, hein. C'était, mais on n'est pas des chanteurs et tout. Ah non, ils étaient pas super chauds. Ils ont dit, allez, si, vous allez voir, c'est chouette. Et ils se sont laissés convaincre. Et je suis tellement heureuse, quoi, parce que c'est génial ce qu'ils ont fait. Et ce qui est super bien, c'est que il y a eu des critiques sur quoi, ouais, ça sort de l'épisode, mais sauf que c'est complètement justifié. Ils arrivent à un moment où, au beau milieu d'une fête, où ça vient de chanter, ils doivent se sortir de la situation, et ils chantent en faisant des erreurs, en chantant un peu n'importe quoi, en faisant des rimes complètement pourries. Ruby Sunday, elle cherche ses mots, elle chante vraiment nimp, quoi. C'est même pas des mots qu'elle chante. Et du coup, c'est super bien, parce que c'est juste, ils jouent le jeu, et en même temps, ils sont complètement paniqués, ils essaient de comprendre ce qu'ils doivent faire. Il y a Ruby qui se retrouve à suivre ce mec qui a l'air super sûr de lui et qui se met à pousser la chansette. Ça colle super bien à l'esprit Doctor Who. Mais c'est vrai que j'aimerais bien que dans la saison 1, il y ait d'autres chansons comme ça, parce que quand tu vois le casting qui est prévu, enfin, déjà, j'étais extrêmement déçue que sur The Giggle, Neil Patrick Harris, qui a un numéro musical, ne chante pas. Mais ça, j'étais trop déçue. Il a montré tous ses talents dans l'épisode, sauf le chant, alors que c'est un chanteur absolument exquis. Et j'étais super déçue par ça. Et donc ouais, j'espère qu'ils vont tirer parti d'avoir des mecs comme Jonathan Groff, qui est un monument de Broadway. Oui. Ça serait trop dommage de pas le faire chanter, tu vois. C'est clair. De mon côté aussi, je voulais préciser que, pour l'anecdote, j'ai regardé cet épisode avec ma compagne qui connaît pas Doctor Who. Elle a pu voir à quelques occasions lors de mes visionnages des micro-bouts de scène, mais elle était vraiment assez néophyte de l'univers et elle a trouvé l'épisode vraiment cool. Elle a assez envie de continuer à regarder quand elle reviendra en 2024. Donc, de mon point de vue, chez moi, c'est plutôt une réussite que cet épisode soit une porte d'entrée et un coup d'envoi à cette nouvelle ère de Doctor Who sur Disney+. C'est déjà une question qu'on avait un petit peu pu se poser lors des épisodes spéciaux des 60 ans dans notre watchlist. Et là, on peut se la reposer parce que clairement, c'est vraiment le cas. Cet épisode, c'est la nouvelle vraie porte d'entrée dans l'avenir de Doctor Who, je pense. Bah, ça se voit qu'elle a été pensée comme ça. Ils ont fait démarrer la nouvelle ère de Doctor Who par les épisodes des 60 ans, ce qui, selon moi, est une erreur parce que c'est très rattaché à ce qui s'est passé avant. Alors que là, on démarre vraiment sur des nouvelles bases. Il y a des références, évidemment. T'as une référence au Timeless Child, t'as des références de ci, de là. C'est normal parce que ça reste la suite, mais par exemple, les gens qui ont commencé par Rose, dans l'épisode Rose, il y a plein de références aux classiques, sauf que quand on regarde, on s'en rend pas compte, parce que ça n'a pas d'importance, c'est juste de la référence. Et les références, on va les comprendre plus tard, parce que petit à petit, on va avoir le lore qui va être établi. Là, je pense que ça fonctionne pareil. Alors que les épisodes des 60 ans, ça fait vraiment référence à des événements précis. Et du coup, je trouve que c'est un peu vraiment une erreur d'avoir fait commencer cette ère par des épisodes qui sont clairement pas des épisodes pour commencer, alors que celui-ci est construit de la même manière que l'épisode Rose, qui était du coup le début de l'ère précédente. C'est vraiment construit pour être une porte d'entrée. C'est ce truc avec le docteur qui est un peu énigmatique, qu'on voit pas trop au début, avec la compagne qui le voit par intermittence et qui commence à être confrontée à l'univers du docteur, en fait. C'est la construction des deux épisodes est assez similaire, en fait. Et en tout cas, au niveau de la découverte. Et on a toute cette découverte du TARDIS, tout ça, que t'as pas vraiment dans les épisodes des 60 ans, à part que tu découvres que le TARDIS, il a changé d'intérieur. On te présente pas le TARDIS. Donc ça se sent que c'était censé être Church on Ruby Road, le début de l'ère. Oui, là c'est assez marrant par rapport au TARDIS d'ailleurs, parce que ils font bien attention à réiconiser le TARDIS dans l'épisode, avec vraiment des personnages qui se demandent qu'est-ce que c'est que ce truc, puis ensuite le docteur qui l'emprunte mais sans qu'on voit l'intérieur, et il faut attendre la fin de l'épisode pour que on le découvre à nouveau avec les yeux du coup de Ruby, et pour recréer vraiment cette découverte et le fait de se dire ok,
quel est cet endroit incroyable, quoi. Donc oui, ouais, ça fonctionne plutôt bien et j'ai hâte de savoir si en effet il y a vraiment beaucoup de gens qui vont arriver avec cette nouvelle ère et ce nouveau docteur. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour cette prochaine saison 1, puisque elle sera officiellement labellisée saison 1 sur Disney+ et partout ailleurs, et dont on sait du coup maintenant qu'elle sera diffusée en mai 2024. On a pu voir, je crois, il y a eu un teaser qui faisait suite à l'épisode quand il a été diffusé sur la BBC, il me semble. Est-ce que t'as un avis là-dessus? Oh bah j'espère qu'il y aura des chansons. Non, les images donnent vraiment très envie. Déjà, il y a des épisodes historiques. Moi, c'est ce que je préfère, les épisodes historiques. C'est ce que t'adores, ouais. Donc on en a au moins 2 sur les 8 épisodes. C'est une saison de 8 épisodes, c'est plus court que tout ce qu'on a pu avoir avant dans Doctor Who, sauf la précédente, mais qui était la saison Covid, donc forcément, il y avait moins d'épisodes. Oui. Donc ça a donné aussi une nouvelle dynamique d'avoir que 8 épisodes. Falloir aller un peu plus à l'essentiel. Et je me demande s'il va y avoir un fil rouge assez constant sur les 8 épisodes, parce que Doctor Who a toujours, très très souvent fonctionné sur le système de un fil rouge, mais qui repose sur quelques épisodes de la saison, et le reste des épisodes sont des épisodes un peu plus stand-alone. Est-ce qu'on va être sur des épisodes stand-alone, mais avec un fil rouge assez important, vraiment l'histoire qui peut potentiellement suivre un peu comme avec les épisodes des 60 ans? Ça, je sais pas trop, on n'a pas trop d'indications à ce niveau-là. Après, il y a un casting génial qui est annoncé, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire avec tous ces acteurs, quoi, parce que on sait quand même quelques petits trucs. On a découvert déjà certains monstres qu'il va y avoir à l'intérieur. Voilà, on commence à savoir quelques trucs. Pour autant, on n'a rien de très précis. C'est un peu difficile en fait de se prononcer en janvier alors que c'est en mai et que pour le moment on n'a surtout qu'un teaser. Mais j'ai très très hâte. J'ai hâte de voir ce que ça va être. On sait déjà plusieurs personnages qui reviennent, la famille de Ruby qui revient. Et je les ai trouvés très attachants dans Church and Ruby Road, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce que ça, c'est un truc que Russell T Davies fait très bien, c'est les relations familiales des compagnes. J'espère qu'on va revoir son groupe d'amis. Parce que ça, des groupes d'amis de compagnes, on n'en voit pas souvent. Oui. Et le peu qu'on les a vus, j'ai eu envie de les découvrir un peu plus. Effectivement, oui, j'espère que dans cette saison 1, on verra ce petit monde évoluer devant nos yeux en 8 épisodes, qu'on aura le temps à la fois de vivre des aventures incroyables et surprenantes, mais aussi d'avoir cette petite dose d'émotion qui déjà, moi, m'avait un petit peu manqué lors des épisodes du 60e, qui ici m'a pas entièrement non plus convaincu, malgré le fait qu'il y ait des belles prestations, notamment de Ncuti Gatwa et de l'actrice qui joue la maman de Ruby, du coup. Michelle Greenidge. Voilà, merci. Mais je trouve, encore une fois, voilà, moi je le répète à l'envi, mais si dans cette saison 1, il y a des petits moments qui vont me faire verser ma petite larme, ça sera pour moi une saison que je retiendrai, une saison mémorable. En tout cas, voilà, nous sommes en 2024. Et Doctor Who n'a jamais été aussi accessible pour un nouveau public, donc ne vous faites pas prier. Regardez l'une des plus vieilles séries SF fantastiques du monde encore en cours. Prenez cette bonne résolution pour cette année, vous le regretterez pas, franchement. C'est une occasion en or pour vous, et si vous appréciez, c'est comme si vous ouvriez un coffre à jouer, parce que vous savez que derrière, vous pourrez avoir potentiellement des dizaines et des dizaines d'heures de visionnage de tout ce qui a été fait autour de Doctor Who. J'ai envie de conclure sur quelques news de ton côté, Pauline. On s'était quitté en décembre 2023 sur un financement participatif pour les Contes de l'Infini, donc une anthologie de nouvelles dans l'univers de Doctor Who, écrite par des fans français dont tu fais partie. J'ai cru comprendre que ça s'était plutôt bien passé. Oh bah oui, ça va. Notre objectif, c'était 5 000 €. On a dépassé les 16 000, je crois. Donc ça va. Ouais. Non, ça a explosé toutes nos espérances. Alors, on était absolument hallucinés en regardant chaque matin. On disait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé encore? Non, c'est génial. C'est trop bien. Maintenant, on est en cours de relecture finale. Donc, normalement, on est censé les envoyer en mars ou avril. Okay. Donc, j'espère que ce sera le cas. Mais ouais, non, ça a été
des sacrées émotions fortes cette campagne. Et oui, bah maintenant on a hâte de pouvoir enfin faire lire nos textes aux gens et leur envoyer tout ça. Trop bien. Et en 2024, j'imagine que vous avez d'ores et déjà des petits rendez-vous de prévus, peut-être des conventions dans lesquelles éventuellement on pourra se procurer quelques exemplaires des Contes de l'Infini. Alors oui, mais on n'a pas encore le droit de dire quoi. Ah non. Ok. Il y en a une prévue en juin, mais je peux pas dire où. Qui est une grosse convention, à peu près au centre de la France. J'en dis pas plus. Non, c'est que celle-là pour l'instant qui est prévue, mais c'est une très grosse convention et on a vraiment hâte d'y aller. Je pense que ça va être très chouette. Super. Et côté chaîne YouTube, au-delà effectivement du suivi que vous ferez de la saison 1, c'est quoi ? Qu'est-ce qui se profile un petit peu ? Est-ce qu'il y a des envies particulières de format ou pour l'instant vous continuez à développer les formats qui existent déjà. Là, récemment, vous avez sorti une vidéo notamment sur la carrière de Matt Smith. Qu'est-ce que l'acteur a fait suite à son passage dans Doctor Who ? Qu'est-ce qui se profile sur la chaîne ? Bon, on aimerait bien continuer ce format-là. J'aimerais beaucoup faire Karen Gillan, qui a une carrière super intéressante. David Tennant peut-être à terme, mais on va attendre un petit peu. On a fait beaucoup de vidéos sur David Tennant récemment. Peut-être Christopher Eccleston. Pas forcément Peter Capaldi et Jodie Whittaker qui sont partis il n'y a pas si longtemps et du coup on préfère attendre qu'il y ait quand même au moins 10 ans derrière après chaque départ quoi. Vu qu'on part vraiment de la carrière post-Doctor Who. Je pense qu'il y a moyen d'avoir des personnes assez intéressantes à traiter, même Jenna Coleman. Enfin bref, je pense qu'on va continuer un peu là-dessus. Mon comparse Julien aimerait bien reprendre des formats un peu docu. Mais il faut trouver le temps de tourner, il faut aussi se déplacer, c'est pas forcément évident. Après, il va y avoir tout ce qui a tourné autour de la saison 1, du coup en mai-juin. Donc on va encore avoir une année bien remplie. Là, notre prochaine vidéo, elle parle justement de nos attentes, enfin de ce qu'on sait, sur la saison 1. Donc voilà, après... On a déjà quelques petites idées en tête de choses qu'on peut faire. On va voir ce qui se concrétise. Ok, très bien. On suivra ça avec attention. Évidemment, filez vous abonner à la chaîne Pepperpot Team si ce n'est pas déjà fait. Et puis bravo encore pour ce financement participatif. Peut-être que d'ici quelques années, on aura une trilogie des contes de nouvelles liées à Doctor Who, qui sait. Peut-être. En tout cas, c'est la fin de cette watchlist. Merci à toutes et à tous de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à l'émission Spoilers sur votre fournisseur préféré de podcast et à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire si vous en avez l'envie. Voilà, en 2024, on ne change pas les bonnes recettes. C'est la meilleure manière de nous soutenir cette année encore. Merci à celles et ceux qui l'ont déjà fait. Très bonne année à tous et à toutes, encore une fois. Et à bientôt pour de nouvelles watchlists. Salut! Salut! Bonus. Trax. Dans les ténèbres d'un lointain futur ou dans les royaumes mortels, il n'y a que la guerre. Mais il y a aussi un podcast, Landrider, l'émission qui vous parle avec amour du hobby derrière Warhammer 40 000, Age of Sigmar et leurs nombreux dérivés. Alors si vous avez toujours rêvé de découvrir ces deux mondes ou leurs figurines, retrouvez-nous à bord du Landrider, L-A-N-D plus loin R-I-D-E-R sur vos plateformes d'écoute préférées. Bonus. Trax.